Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un étrange phénomène rencontré par les propriétaires de Tesla Model 3 sur les superchargeurs, d'une nouvelle proposition étonnante dans le monde des utilitaires électriques, d'une chaîne YouTube extrêmement intéressante et enfin de la polémique des freinages fantômes chez Tesla. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description comme d'habitude. Pour que cette série de vidéos continue, je vous rappelle que c'est grâce à vous. Les dons sur Utip, Tipeee et les commandes dans la boutique Spreadshirt me permettent de financer ce travail et de perdurer. Un grand merci à tous les contributeurs passés, présents et futurs. Avec les abonnements et les partages, c'est l'avenir de la chaîne qui est entre vos mains. Et maintenant, il est temps de passer à l'actu. Générique. Vendredi dernier, j'avais évoqué l'histoire du moteur roue électrique et l'aventure de Xbus. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le mets dans les fiches et en description. Plusieurs commentaires ont pointé une omission de ma part concernant les masses non suspendues. C'est vrai, en fait, je l'avais oublié. Une des limites de ce moteur est qu'il représente un poids non négligeable à un endroit qui subit énormément de chocs. Le fait de mettre un réducteur et d'intégrer une suspension à l'intérieur du moteur va permettre d'éviter ce souci, mais aussi augmenter le poids et le coût. C'est une des raisons qui font que ce moteur n'est pas adapté à des véhicules lourds se déplaçant vite, comme une familiale ou un utilitaire lourd par exemple. Dans un véhicule léger, les forces en présence sont bien plus faibles, et son utilisation à des vitesses basses permet de tirer bénéfice de son efficacité. Dans les autres cas, le rapport bénéfice-inconvénient n'est plus le même et l'usage d'un moteur avec transmission s'impose. Voilà pour le retour sur l'épisode sur Xbus. L'hiver arrivant, les propriétaires de Tesla Model 3 rencontrent des phénomènes étranges lors de la recharge de leur voiture sur les superchargeurs. Un écoulement significatif de liquide sous la voiture, voire un dégagement de vapeur peuvent se produire aléatoirement. Pour comprendre le phénomène, un peu de physique s'impose. L'air que nous respirons contient une certaine quantité de vapeur d'eau. Plus l'air est chaud, plus la quantité de vapeur qu'un volume d'air peut contenir est importante. C'est ce qui explique que les orages d'été ou en région tropicale déversent bien plus d'eau que ceux qui ont lieu en hiver ou par temps froid. Les climatisations tirent également parti de ce phénomène et évacuent l'eau en surplus sous le véhicule. C'est le petit filet d'eau qu'on peut voir sous beaucoup de véhicules en été, surtout après une pluie ou après un orage. Lorsque les Model 3 chargent à forte puissance, la batterie chauffe. L'air autour de la batterie en fait de même et se charge en humidité présente tout autour. C'est entre autres pour cela que votre linge sèche nettement mieux avec de l'air chaud qu'avec de l'air froid. La masse d'air accumule l'humidité du linge pour le sécher. Or, l'air chaud monte et provoque un déplacement des masses d'air. L'air froid remplace l'air chaud près de la batterie et se réchauffe à son tour. L'air chaud sort de la zone chaude et se refroidit. L'eau que ne peut plus contenir cette masse d'air est alors condensée sur toutes les parois froides possibles. C'est l'écoulement d'eau qu'on voit sous l'auto. Si les conditions de température sont réunies, le phénomène est encore plus rapide et l'air n'a pas le temps de condenser toute son humidité dans la voiture. La masse d'air sort alors et l'humidité se condense sous forme d'un brouillard composé de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. C'est sans danger, mais attention tout de même. Si l'écoulement devient systématique, même par temps plus chaud, pensez à contrôler qu'il ne s'agit pas d'une fuite de liquide de refroidissement. Celui-ci est légèrement bleuté et huileux. Il est donc facile à reconnaître. En tout cas, ce phénomène est tout à fait normal et il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est en faisant une recherche sur les véhicules utilitaires pour un prochain épisode que je suis tombé sur une nouvelle proposition plutôt intéressante. Arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, Hyperon Motor vient de présenter un utilitaire très différent. Le constructeur reste très secret et je n'ai pu réunir que peu d'informations. Mais alors pourquoi en parler ? Il y a des centaines de projets comme cela sur internet. Je ne sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce qu'il est simplement beau, mais surtout je suis parvenu à entrer en contact avec le constructeur. Et sa proposition n'a rien d'extravagant. Attention toutefois à ne pas confondre avec Hyperion, qui est un concept à base de supercars et d'hydrogène totalement irréaliste. Personnellement, je trouve son design magnifique, même s'il ne s'agit pour le moment que d'un concept informatique n'ayant pas encore fait son entrée dans le monde réel. Son style intérieur tranche avec celui de la carrosserie tout en étant en phase avec les canons des utilitaires classiques. Grand écran, infotainment moderne et sobriété font bon ménage et donnent l'impression que le produit a été bien réfléchi, surtout pour cet usage précis.
Dotée d'un moteur de 265 chevaux et d'une batterie de 75 kWh, la camionnette est donnée pour 320 km d'autonomie estimée. Sa charge utile est de 995 kg et sa commercialisation est prévue aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les prix s'échelonneront de 50 à 62 000 $ hors taxes outre-Atlantique. Tous ces chiffres semblent cohérents, mais seront à vérifier bien sûr dans le monde réel. Le design a été confié au studio One Lab, entreprise polonaise récemment créée par d'anciens designers automobiles. Le studio a quelques références plus ou moins heureuses avec Donkervoort ou le très controversé Nikola Motor. Hyperon est quant à elle une marque asiatique, sans qu'il ne m'ait été possible de savoir de quelle origine exactement. L'équipe du constructeur est à ce jour de 16 personnes et cherche à s'étendre pour réaliser son premier prototype roulant début 2022. Les précommandes seront ouvertes le 1er janvier 2022, lançant probablement une communication plus large au sujet du projet. Vu le manque de propositions électriques sur ce marché spécifique, l'arrivée d'une telle marque pourrait bien réussir. Espérons que le produit sera à la hauteur du design et qu'il verra effectivement le jour. La première phase prévue est l'utilitaire, qui sera complété plus tard par un châssis cabine et un minibus. À suivre avec le plus grand intérêt. Depuis quelque temps, un tout nouvel intervenant dans le monde du YouTube Tesla francophone a vu le jour. Présent souvent sur les premières et dans les commentaires de mes vidéos, Michael a une particularité. Il est en situation de handicap. Avec l'achat de sa Model 3, il est entré dans le monde de la voiture électrique. Il a ainsi découvert que certaines situations que nous vivons sont assez similaires à celles des personnes handicapées, comme les places de parking réservées à la recharge et les places handicapées par exemple. Il a donc créé une chaîne pour traiter de la mobilité électrique en situation de handicap, avec pour illustration son usage personnel de sa Tesla. Sa chaîne s'appelle logiquement Tesla Handicap. Entre les problématiques d'achat différentes de celles des personnes valides, des places réservées ou de la recharge à domicile, il commence son travail de longue haleine pour sensibiliser, informer et faire connaître le monde de la voiture électrique à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir notre mobilité. Ces vidéos sont pleines d'humour et de pédagogie, tout en étant illustrées de ses propres expériences. Je vous invite à aller voir sa chaîne, que je vous mets en fiche et dans la description. Si vous aimez son travail et voulez le soutenir, faites comme moi, abonnez-vous à sa chaîne. En tout cas, bonne route à toi Michael et je te souhaite beaucoup de réussite. Décidément, Tesla cristallise encore et toujours les attaques plus ou moins fondées au sujet de son autopilote et de sa conduite autonome. Devenu un véritable marronnier pour les médias sensationnalistes, il est l'un des piliers de ces indices d'audience. Après les accidents dus à l'inconscience des utilisateurs, les insinuations infondées concernant des crashs causés soi-disant sans personne au volant, c'est au tour des freinages fantômes de prendre le relais. Définissons ce terme avant d'aller plus loin. Un freinage fantôme est une action automatique réalisée par un système d'aide à la conduite sans cause apparente ou lors de phases de conduite ne nécessitant pas une telle action en conduite manuelle. Depuis que les premiers systèmes de freinage automatique d'urgence sont apparus, les freinages fantômes sont entrés dans notre manière de conduire. Ils peuvent surprendre, déconcerter, voire même induire indirectement un accrochage. Pourtant, force est de constater que le système automatique a bon dos. Le respect des distances de sécurité et une attention soutenue pendant la conduite permettent toujours d'éviter de tels extrêmes. Comme indiqué lors de l'activation du FSD ou de l'autopilote Tesla, le système automatique n'exonère pas d'une attention constante du conducteur qui doit, en toutes circonstances, pouvoir reprendre la main sur le système automatique. Les tests actuels du FSD sont bien encadrés et sont réservés aux personnes les plus aptes à remonter des informations sans causer d'accident en raison de leur imprudence. Ils sont d'ailleurs totalement légaux puisqu'encadrés par la loi en Californie. Le système ne sera généralisé que lorsqu'il pourra assurer seul la sécurité de tous les conducteurs. Et du côté de la reprise en main du véhicule manuellement pendant l'usage de l'autopilote, Tesla a très bien fait les choses. En cas de freinage fantôme, une simple pression sur l'accélérateur annule l'action automatique. Contrairement à des systèmes que j'ai pu expérimenter, l'automatisme Tesla permet toujours de reprendre facilement la main et instantanément. Ce n'est pas le cas avec d'autres systèmes, comme par exemple celui de Mazda, Nissan ou Audi que j'ai pu expérimenter, qui ne se déconnectent qu'une fois l'action finie. Peu importe votre manière d'utiliser les commandes. Et pourtant, ce n'est que Tesla qui est mis au banc des accusés. Décidément, il y a deux poids, deux mesures dans le monde automobile d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas choisi ce sujet pour alimenter la polémique. Je veux vous donner les clés pour vous permettre d'utiliser l'autopilote en toute sécurité. Si vous voulez limiter les freinages fantômes dans une Tesla, rien de plus simple. Premièrement, n'utilisez l'autopilote que pour là où il est prévu. Donc sur des routes relativement dégagées ou dans les bouchons. Personnellement, je ne l'utilise que sur autoroute et sur les grands axes. Pour les traversées de ville un peu longues, j'utilise le régulateur adaptatif bien moins sujet à ces freinages. Deuxièmement, j'ai toujours une position me permettant de reprendre la main rapidement.
le pied à proximité de l'accélérateur et les mains sur le volant. Ensuite, le respect des limitations de vitesse. Plus la vitesse augmente, plus le flux de données à gérer est important pour l'ordinateur. Mais également, plus les vitesses relatives entre le trafic et vous va être important. Et donc, la sécurité du système va se mettre plus facilement en branle. Donc, ces réactions sont nettement moins vives si vous roulez dans le flux de la circulation. Ni trop vite, ni trop lentement. Dépasser un camion à 130 km/h par temps sec est parfaitement géré par l'autopilote. Les freinages fantômes sont absents ou dans de très rares cas très légers. Par temps de pluie par contre, c'est autre chose. L'eau projetée par les roues du camion masque les lignes blanches et la position exacte du véhicule. J'ai aussi pu constater que de multiples conducteurs ne respectent pas les voies et chevauchent les lignes, tandis que les poids lourds ont tendance à se déporter très à gauche de leur voie. L'autopilote réagit alors pour minimiser les risques en réduisant la vitesse relative entre les véhicules. Sous une pluie normale, le même déplacement effectué à une vitesse réglementaire de 110 km/h ne posera aucun souci et sans freinage injustifié. Enfin, à force d'utilisation, vous saurez quelle situation est susceptible de causer un freinage fantôme et vous permettra de prendre les devants pour les éviter. C'est le cas par exemple sur les axes secondaires avec la lecture des panneaux de vitesse qui n'est pas toujours très bien interprétée par le système. À la tombée de la nuit ou tôt le matin, les ombres très longues et très prononcées peuvent également leurrer le système. Il faut donc être plus vigilant à ces moments-là qu'en plein milieu de la journée par exemple. En conclusion, si le système Tesla n'est pas parfait, je pense qu'il est le meilleur en fonction dans toutes les voitures actuellement en circulation. Les causes d'accidents sont toujours imputables à une mauvaise utilisation ou à des conducteurs imprudents, comme les erreurs administratives ont toujours été le fait des humains et non de l'ordinateur comme on voulait nous le faire croire. L'autopilote permet de disposer d'une sécurité supplémentaire et doit être considéré comme tel. À ce jour, aucun système d'aide à la conduite ne conduit à votre place. Il conduit avec vous et c'est vous qui devez avoir le dernier mot sur l'action à réaliser. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!